Salut YouTube, salut tout le monde. Aujourd'hui la vidéo récap mensuel de ce mois d'avril 2024. Vous le savez, sur la chaîne j'ai pris pour habitude tous les mois de faire un bilan mensuel de ce qui s'est passé, à la fois sur ma thématique de l'investissement en bourse, sur ma thématique de dépenses budgétaires et sur ma thématique location courte durée. Donc on va voir ce qui s'est passé sur ces trois thématiques-là sur le mois d'avril 2024. Il y a eu du mouvement dans mon PEA et dans mon compte titre. On va voir si j'ai réussi à valider l'objectif de dépenses budgétaires que je me fixe tous les mois et on va voir comment a performé mon appartement en location courte durée que j'ai mis sur le marché depuis janvier 2024. Je vous emmène sur mes écrans. Vamos! Allez, c'est parti, je vais réduire ma caméra tout de suite et on va aller voir la performance du mois d'avril sur mon PEA. Alors vous ne faites pas avoir, hein. Ici c'est la performance du mois de mai. On va tout de suite aller dans l'onglet historique PEA. D'ailleurs, une petite précision pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, ce fichier Google Sheet de suivi de mon investissement en bourse, il est accessible gratuitement, vous pouvez le télécharger et j'ai fait une vidéo tutoriel qui vous montre pas à pas comment le paramétrer de la même façon que moi ou le personnaliser davantage à votre goût. Donc je vous mets un lien juste au-dessus qui renvoie vers les vidéos et je vous mets également un lien dans la description. Vous pouvez retrouver à la fois le fichier et la vidéo qui va bien avec. Donc on enchaîne, donc là on va dans l'historique PEA, onglet historique PEA, on va voir le mois d'avril ce qui s'est passé, on voit que c'est mon premier mois dans le rouge sur mon PEA. Alors rien d'inquiétant, je fais une performance de moins 1,51%, ce qui représente une moins-value de 257 €, on va arrondir. Et c'est le premier mois dans le rouge sur cette année 2024, donc encore une fois les marchés ont été très haussiers depuis octobre 2023, qui corrige un petit peu, c'est tout à fait normal, et je m'attends même objectivement, hein, je me dis qu'on pourrait corriger davantage, donc il faut être prêt quand on investit en bourse, se dire ok les marchés montent, c'est très important, on est exposé quand les marchés montent, mais ils ne monteront pas tout le temps. Il y a des moments où il y a des phases de correction, il y a même des moments où il y a des cracks, il faut s'y préparer, il faut s'y attendre. Et là, objectivement, il a corrigé le marché, mais je pense qu'il pourrait corriger davantage, et c'est pas grave, ça fait partie du jeu, faut être tranquille avec ça, encore une fois, il faut avoir ses objectifs, savoir comment on investit et être en phase avec ça, avec son investissement en bourse et trouver l'investissement en bourse qui vous convient pour être à l'aise psychologiquement parlant au niveau des émotions et dans la gestion de votre portefeuille en bourse au quotidien. Donc j'aime bien me comparer au SP500, au CAC et au World. Alors, encore une fois, il faut prendre des pincettes dans les comparaisons parce que mon portefeuille PEA, il est composé d'une poche ETF et d'une poche action. Dans cette poche ETF, j'ai un ETF pour les États-Unis, un ETF pour l'Europe et un ETF pour les émergents. Donc si je me compare au SP500, qui fait moins 4% au mois d'avril, donc on voit qu'il corrige, hein, on voit qu'il avait fait un début d'année en fanfare, le SP500, comme je viens de le dire, et là il fait moins 4, donc finalement il n'a même pas encore récupéré toute la performance qu'il a fait en 2024, il pourrait encore une fois corriger plus, on voit qu'il fait moins 4%, moi je fais moins 1,51%, on pourrait se dire waouh, j'ai surperformé le SP500, génial, encore une fois il faut prendre des pincettes parce que j'ai uniquement un ETF SP500 dans mon portefeuille PEA. Le reste n'est pas exposé aux États-Unis de manière directe. Donc du coup, il faudrait presque que j'isole la performance de cet ETF SP500 et que je le compare à la performance du SP500. C'est un petit travail de fourmi, peut-être que je le ferai avec le temps sur la chaîne et sur ce fichier de Google Sheet, mais pour le moment, j'aime bien comparer la performance globale de mon PEA à des indices phares. Donc on voit que bon, le SP500 a corrigé de 4,16%, le CAC a corrigé de moins 2,70%, on va arrondir. Là, pour le coup, je pourrais presque comparer toute ma poche action au CAC, parce que j'ai que des actions françaises, et voir un petit peu comment j'ai performé au mois d'avril sur cette poche action. Et le Ward a fait moins 2, donc finalement, encore une fois, on pourrait se dire, ouais, c'est rassurant, mon portefeuille, il fait mieux que le marché, mais en fait, j'ai l'impression tout simplement que mon portefeuille a une volatilité qui est moins forte, parce que quand on voit que les marchés sont très haussiers, alors on fait du 2, du 3 à 8, là ils ont fait du 5, du 3,5, du 3,4. Moi, souvent, je fais un peu moins bien. Donc en fait, je fais moins bien dans la surperformance, mais je fais mieux dans la sous-performance. C'est encore une fois, j'ai commencé ce suivi mensuel depuis janvier 2024. Je vais prendre un petit peu des pincettes parce que, encore une fois, il faudrait, pour avoir quelque chose de très très précis dans les comparaisons, vraiment isoler chaque chose au sein de mon portefeuille PEA et non pas prendre juste la performance globale. Mais c'est rassurant. Et encore une fois, rien de dramatique. On continue notre investissement et voilà, c'est rassurant de se dire que les marchés ont perdu un peu plus que mon portefeuille, enfin que mon portefeuille a perdu un peu moins que les marchés, et que finalement on a peut-être un portefeuille peut-être un peu plus résilient que le marché. Ça, je pense, si c'est trop tôt pour le dire, on le verra
dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, si effectivement à chaque fois qu'il y a une année de baisse, bah, je sous-performe, enfin je surperforme, pardon, et s'il y a des moments de hausse, je sous-performe toujours, comme c'est le cas à l'heure actuelle. C'est très dépendant, j'ai pas beaucoup de valeur en portefeuille, donc forcément des fois je peux avoir une valeur qui va exploser et ça va tirer un peu le portefeuille vers la hausse ou inversement. Donc voilà, faut toujours intéressant de mesurer sa performance, mais il faut quand même prendre des pincettes quand on fait des comparaisons. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur mon PEA? Donc mon PEA en ETF, j'ai continué à faire mon DCA. Alors vous le savez, en ETF, j'ai une cible qui est d'être exposé à 50% au SP500, 25% émergent et 25% Europe. On voit que j'y suis presque, hein, que j'ai encore un petit peu trop d'émergents. D'ailleurs, en parlant d'émergents, il s'est un petit peu réveillé ce mois-ci, et je suis repassé dans le vert. Ça faisait, je pense, très longtemps que j'étais dans le rouge. Alibaba, entre autres, j'ai vu Alibaba qui avait bien remonté, et donc ça a poussé l'ETF émergent, j'imagine. Je pense qu'il n'y a pas que Alibaba qui a dû remonter, mais en tout cas, il reprend des couleurs. Et c'est vrai que là, j'ai continué à faire mon mois d'avril. Le 18 avril, j'ai pris du SP500 et j'ai pris du Eurostoxx. Et si on voit, voilà, sur les pays émergents, ça fait un an finalement que je n'ai pas fait mon DCA sur les pays émergents. Donc vous le savez, j'avais été complètement, on va dire, j'avais pas été très assidu sur mon DCA depuis un petit moment. Là, j'ai décidé de vraiment le reprendre dans cette année 2024, d'essayer de tous les mois d'investir. Donc là, je pense que je vais reprendre un petit peu de l'émergent. Je vais refaire mon DCA sur les 3 ETF et non pas uniquement sur l'américain et l'européen. Il faut que je fasse attention, j'ai vu un tweet dans la semaine. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus si jamais ça s'avère être vrai. Mais j'ai vu sur Twitter quelqu'un qui disait que justement pour cet ETF-là de BNP, enfin de Paris, enfin de BNP Paribas, pardon, l'ETF SP500 ESE, donc c'est le nôtre. Et j'ai vu des ordres avec des captures d'écran avec des ordres de 3%. Alors j'espère que c'est un bug sur la plateforme Bourse Direct parce que il n'y avait que sur Bourse Direct qu'il y avait ces frais-là. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, je vais continuer à faire mon DCA. Je vais essayer de m'appliquer sur la partie action. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Au mois d'avril, vous le savez, au mois d'avril, bah non, il n'y a pas eu de mouvement au mois d'avril. Au mois d'avril, il n'y a pas eu de mouvement. Le dernier mouvement que j'ai fait, c'était Katana. Et Katana, si on revient là, Katana, je l'ai acheté au 22 mars. 22 mars 2024. Donc, j'ai pas eu de mouvement sur la partie action. J'ai posé un ordre stop sur la STM, parce que vous le savez, il y a eu une grosse période de résultats là. Et les résultats sur STM m'encourageaient pas trop. J'ai fait une vidéo du coup à ce sujet-là, je vous la mets juste au-dessus aussi si vous voulez la voir. Mais j'ai décidé sur ma position STM de mettre un stop. On voit que je suis légèrement perdant de 10%. Je lui laisse un petit peu de marge, parce que pour moi je trouve que c'est une valeur qui est intéressante. Mais les derniers résultats me font un petit peu avoir des craintes sur cette année 2024, voire même sur l'année 2025. Donc du coup, j'ai décidé de mettre un stop sur cette valeur-là. Côté dividendes, j'ai reçu pas mal de dividendes. Vous savez, j'ai touché mes premiers dividendes de l'année 2024. Donc vous savez, j'ai un tableau aussi, onglet dividendes, je traque tout. On voit qu'en 2024, j'avais pour le moment pas touché de dividendes, enfin si, 23 centimes au mois de mars. Mais là, au mois d'avril, avril-mai, c'est quasiment les meilleurs mois sur le PEA. Et j'ai touché 31 € de dividendes sur Vinci, 13,20 € sur L'Oréal et 7,50 € sur LVMH, ce qui me fait que finalement j'ai touché 51,75 € au mois d'avril, en dividendes. On voit, hein, c'est vraiment le premier mois où j'ai vraiment quelque chose. Donc, vous le savez, c'est pas ma stratégie principale, les dividendes, mais ça fait toujours plaisir de toucher des dividendes. On sait que c'est de l'argent qui va venir en plus dans nos liquidités, qu'on va pouvoir réinvestir. Et c'est un petit peu comme ça aussi qu'on fait grossir notre investissement en bourse. Donc voilà pour le PEA. Je vais vous montrer mon portefeuille en mode full transparent. Vous le savez, sur la chaîne, on est transparent. Vous voyez mes valeurs, vous voyez même que, encore une fois, j'ai, comme j'ai dit, un ordre de stop sur STM électronique qui est à 34,9 €. Donc si le cours vient taper les 34,9 €, bah, j'ai un ordre qui va vendre ma position sur STM. J'en avais que 5, c'est pas énorme. Mais voilà, vous pouvez retrouver ici toutes mes valeurs. Il y a les actions avec les ETF évidemment. Donc voilà pour mon PEA. Vous voyez que j'ai 2321,40 centimes en liquidité. Donc si je retourne sur mon fichier ici,
C'est bien la somme que j'ai en liquidité ici. Et si on va un petit peu dans les graphiques, on voit que ça fait 13,7% de liquidité. J'ai quelques valeurs que je surveille. Je vais vous les partager là. Elles sont ici, à ma watchlist. Voilà, Katana Group, je l'ai remis dans mon portefeuille au mois de mars. Edenred, je suis un peu moins chaud par rapport à l'actualité qu'il y a eu en Italie, avec des soupçons voilà, de choses pas très politiquement correctes. Interparfum, c'est une valeur que j'aime beaucoup. Vitoquinol, Trigano, Ipsos. Nemetschek, je pense que c'est l'une des peut-être prochaines que je vais intégrer au portefeuille. J'aime beaucoup Nemetschek. Capgemini et GTT. Donc à voir s'il y a des points d'entrée plutôt intéressants sur ce mois de mai. On voit que j'ai du cash. Et on pourrait aussi également renforcer les valeurs que j'ai déjà en portefeuille. L'objectif étant toujours d'essayer de tendre vers cette portefeuille cible. On voit que voilà, je me suis fait un portefeuille d'une dizaine de valeurs. Ça n'empêche que je peux avoir d'autres valeurs en portefeuille que j'estime être bon sur, on va dire, le moyen terme. Donc voilà pour mon PEA. J'ai également aussi, comme d'habitude, vous le savez, j'ai fait mes versements programmés de 75 euros. Donc voilà, le PEA, tout tourne, tout roule. Et au mois de mai, on va continuer dans le même sens. Faire son DCA, surveiller les valeurs qu'on a en portefeuille et potentiellement les valeurs qu'on a dans la watchlist pour essayer voilà, de mener au mieux possible notre investissement par rapport à notre PEA. Maintenant, on va passer au compte titre. Alors attention, là c'est pareil, ne vous faites pas avoir, hein, c'est la performance du mois de mai en cours qui a commencé très fort. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril sur mon compte titre? Alors on va aller dans l'onglet historique. Même topo, vous voyez, j'ai configuré les choses de la même façon pour que ce soit très simple. Donc depuis le début de l'année, on voit que sur mon compte titre, j'avais tendance à sous-performer le marché de manière assez importante puisque j'ai quand même 3 mois dans le rouge. Alors que le SP500, on n'en a qu'un seul, qui est le mois d'avril, on vient de le voir, moins 4%. Donc moi, je fais moins 2,34 au mois d'avril, ce qui représente une moins-value de 65 euros. Alors, mon investissement sur mon compte titre est pour le moment inférieur à mon investissement sur mon PEA. Je suis à 2892 euros. Donc, c'est des sommes nettement moins inférieures. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait une performance de moins 2,34%. On voit que là, pour le coup, vu que j'ai que des actions, on pourrait complètement se comparer au SP500 et que j'ai surperformé le SP500 du coup. Donc c'est plutôt cool, mais encore une fois, comme le PEA finalement, je fais parfois, voilà, j'ai fait une surperformance. Là, j'ai fait une sous-performance alors que c'était dans le vert. Sous-performance aussi dans le vert. Et là, dans le rouge, je surperforme. Alors je pense que j'ai un portefeuille d'actions qui est pour le coup vraiment assez petit. Donc on pourrait dire que c'est rassurant, mais je pense que pour le moment, c'est encore peut-être pas encore assez significatif. Parce que j'ai un portefeuille, on va le voir là ici, voilà, qui est composé de 6 actions. Et donc du coup, je suis assez exposé à Apple. Donc du coup là, ils ont fait des résultats qui sont un peu moins bons, mais par contre ils vont mettre en place un plan d'action, de rachat d'actions assez important. Je crois le plus gros qu'ils ont mis, je crois c'est 110 milliards de rachat d'actions. Ce qui est juste énorme. 110 milliards ou 110 millions, j'ai un petit doute. Mais donc du coup, ça a fait monter le cours, ça a pris 5% là dernièrement. Donc du coup, Apple, je m'étais renforcé. On l'a vu, je m'étais renforcé au mois de mars. Et donc du coup, bah forcément, vu qu'Apple a repris un petit peu des couleurs, mon portefeuille reprend un peu des couleurs. Et ce mois-ci, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, voilà, je vais regarder mes entrées là-haut. Je regardais mes entrées ici et j'ai été renforcé Visa. J'ai renforcé Visa un petit peu avant leur résultat. Visa, on sait que voilà, le 23 avril, j'ai repris une action Visa. On sait que Visa est une entreprise avec des très beaux fondamentaux, des très beaux chiffres. Et ils ont eu des résultats très beaux, mais qui étaient dans les perspectives et dans les annonces, enfin pas dans les annonces, mais dans les perspectives prévues par les analystes et par le marché. Donc du coup, il n'y a pas eu une explosion du cours. Mais voilà, on voit que j'ai renforcé ça, donc du coup j'ai rajouté une action Visa, tac tac tac, vous le voyez ici, mon portefeuille qui est sur 2 gyros, j'en ai 2. Donc voilà, vous voyez exactement mon portefeuille, Amazon, Apple, Johnson & Johnson, Microsoft, PepsiCo, Visa, donc il se retrouve exactement ici. Et donc du coup voilà, on continue à maintenir ce portefeuille, ça c'est vraiment des valeurs que j'aime beaucoup, que j'ai envie de renforcer, dès que je peux. Alors j'ai un petit capital sur mon compte titre, donc je suis en train de réfléchir de plus en plus à quand même essayer de rééquilibrer les choses entre mon PEA et mon compte titre.
Surtout qu'il y a, voilà, il y a des belles valeurs aux États-Unis et que j'aimerais en plus renforcer ces valeurs-là que je trouve vraiment. J'ai encore peut-être plus de sérénité avec ces valeurs-là que certaines valeurs que j'ai dans mon PEA. Et je trouve que c'est important d'avoir un investissement dans lequel on est serein d'un point de vue psychologique. Donc du coup, là, j'ai renforcé Visa. J'ai racheté une action Visa. Apple, je l'avais fait au mois de mars. Quasiment toutes les entreprises ici ont eu des bons résultats. Johnson Johnson fait un peu la gueule en ce moment. C'est la seule position rouge que j'ai dans mon portefeuille. C'est pas bien grave. Je la garde. Je sais que c'est une valeur un peu défensive. On est plus sur le secteur de la santé. Amazon a repris des belles couleurs. En plus, il y a eu des très très bons chiffres. Donc voilà, toutes ces entreprises, 100% confiance. J'ai du Pepsi aussi, un peu en mode valeur un peu défensive. Donc du coup, c'est agréable. En termes de watchlist, j'ai pas mal d'entreprises que je voudrais intégrer dans mon portefeuille. Donc déjà, dans mon portefeuille cible, j'avais intégré McDo, que j'ai toujours pas dans mon portefeuille. Là, elle est en train de corriger un petit peu. J'ai vu, elle a publié des chiffres un peu en demi-teinte. Donc j'attends de voir si elle va pas retomber sur un prix un peu plus bas qui pourrait m'intéresser. J'aime beaucoup Caterpillar, mais qui est monté comme une balle. Intuit, qui est très haut encore. Mastercard, MSCI, Berkshire. Et il y a une nouvelle valeur que je vais la mettre en même temps, c'est Evolution. Evolution AB qui est intéressante, qui est une action suédoise sur tout ce qui est casino et en ligne, tout ce qui est gambling en ligne, un peu machine à sous, casino. À voir si je peux la mettre soit dans mon compte titre ou dans mon PEA, mais je crois qu'elle n'est pas éligible sur Bourse Direct. Donc peut-être qu'elle pourrait arriver là. Mais voilà, ce sont des valeurs que j'aime beaucoup. Et encore une fois, mon portefeuille ciblé là, mais ça n'empêche pas d'ajouter ces valeurs-là, parce que je trouve qu'elles sont très belles d'un point de vue fondamental. Et peut-être que ça va venir modifier mon objectif de portefeuille cible, ou tout du moins, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs peut-être un peu plus moyen terme, même si je pense que Mastercard, MSCI, Berkshire, c'est vraiment des valeurs qu'on pourrait presque mettre dans ce portefeuille cible. Et donc du coup, avoir un truc un peu plus diversifié aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà pour la partie compte titre. Donc en termes de dividendes, au mois d'avril, j'ai juste eu un dividende de Pepsi. Et en termes de versement, je continue toujours à faire mon versement programmé de 75 euros. Donc on va voir, comme je disais, vu que j'aimerais investir un peu plus, rééquilibrer les choses, peut-être tendre vers peut-être faire un apport un peu exceptionnel. Je vais voir. Encore une fois, on va le voir avec mes objectifs de dépenses budgétaires, mais vu que je coche un peu toutes les cases et je remplis tous mes objectifs mois après mois, ça me dégage un peu de cash que je répartis en épargne de précaution, mais que je pourrais également prendre pour faire un investissement. Donc pourquoi pas, si le marché continue à corriger, pourquoi pas, ça peut me donner, vu que là je fais pas des ETF, sur les actions c'est un peu plus dur, il faut bien cibler le moment où on entre, je trouve, parce que quand on a un petit capital, si vous achetez une action, il y a certaines actions qui coûtent très cher, et donc si vous rentrez sur une action au mauvais moment, derrière je sais que j'ai pas le capital pour la renforcer tout de suite, donc ça, vous pouvez avoir une sous-performance assez importante. Donc on va voir. On va voir ce qui se passe. Mais voilà, l'objectif c'est comme le PEA, c'est toujours de suivre les valeurs qu'on a en portefeuille, de suivre un petit peu les résultats, de suivre un petit peu le comportement de leur cours en bourse également, de suivre leur actualité, et de voir si à un moment donné on ne pourra pas investir dessus. Là, sachant que j'ai en portefeuille, j'ai que 5% de liquidité, donc ce qui représente 149 euros. Donc c'est pas énorme. Vous voyez, si je veux acheter ces actions-là, de toute façon, Caterpillar, Intuit, Mastercard, MSCI, Berkshire, elles coûtent beaucoup plus cher. Evolution Avion, peut-être qu'avec le cours en euros, peut-être qu'on n'est pas loin. Mais du coup, je vais avoir mes 75 euros qui vont arriver vers la fin du mois, donc je vais monter à un peu plus de 200 euros. On verra si je fais pas un apport, encore une fois, exceptionnel, pour essayer encore une fois, s'il y a une petite baisse des marchés, je trouve que ça pourrait être assez intéressant de rentrer sur ces belles valeurs-là, qui sont très haussières sur le long terme. On vise le long terme, et du coup, si le marché baisse encore un peu, pourquoi pas mettre un petit coup de, j'allais dire de carte bleue, non, un petit virement exceptionnel pour aller chercher quelques belles valeurs qu'on n'a pas aujourd'hui en portefeuille. On enchaîne avec la deuxième thématique qui est le budget. Bien gérer son budget au quotidien, bien gérer ses dépenses. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Et comme d'habitude, je traque tout. Donc en fait, je me suis construit voilà, un objectif
je dois avoir des dépenses personnelles de 285 € par mois. Sachez que je vis très bien avec cette somme-là que je dépense tous les mois, hein, c'est pas quelque chose qui me restreint. Mais du coup, voilà, je touche tous les mois mon salaire, j'ai des charges qui sont pour moi des charges qu'on ne peut pas réduire, ce sont des charges pour le bien-être de ma famille, pour mon foyer tout simplement, hein. Ça va être toutes les assurances, tout ce qui concerne le logement, tout ce qui concerne la bouffe, tout ce qui concerne les enfants. Donc voilà, on enlève toutes ces charges-là. Dans ces charges-là, moi j'inclus également mon épargne, c'est-à-dire que, pour faire simple, je veux épargner tous les mois mon épargne de précaution pour mon couple, mon épargne de précaution pour moi, tout seul. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, ou une vidéo au quotidien, là, où je vous explique un petit peu comment je gère mes finances. Donc je disais, voilà, mon épargne de précaution pour mon couple, pour foyer, on va dire, pour la famille, épargne de précaution personnelle, mon investissement en bourse, sur mon PEA et sur mon compte titre, et derrière, il me reste une somme d'argent. Et sur cette somme d'argent, il me reste beaucoup plus que 285 €, il doit me rester à peu près chaque mois 500 balles, quelque chose comme ça. Mais je me fixe un objectif de dépense de 285 € par mois, réparti sur ces postes-là, en vêtements, resto, autres, web, c'est ce que je dépense sur le web, et jeux vidéo, parce que j'aime bien les jeux vidéo. Et donc du coup, on voit qu'au mois d'avril, j'ai quand même pas mal dépensé. Je me suis acheté des sables, j'ai fait du resto, j'ai eu des dépenses autres, j'ai acheté un petit jeu vidéo, Top Spin, pour les curieux. Donc voilà, mais je reste quand même dans mon objectif. On voit que voilà, j'ai dépensé que 279 €, donc je fais un gain, pas un gain, mais je fais, on va dire, une économie de 5 €. Donc je suis content. Si je prends l'ensemble de tout ce que j'épargne sur mon salaire, j'ai un taux d'épargne de 21,44%. Donc là, c'est ce que je vous disais par rapport à mon salaire de départ et par rapport à ce que je mets en épargne de précaution pour ma famille, une épargne de précaution pour moi, et ce que je mets sur mon PEA et mon compte titre, j'arrive à épargner 21,44% par rapport à mon salaire. Donc je trouve ça important. On voit que j'ai réussi à faire mieux hein, dans le mois, notamment au mois de février, je fais 24, 22, 21. Je trouve que être à 20 ou au-dessus, je trouve ça intéressant. En tout cas, voilà, j'ai respecté mon objectif de dépense, et j'ai respecté, je trouve, un beau taux d'épargne. On le voit, du coup, j'ai un peu de surplus. Et donc, du coup, chaque mois, voilà, je me suis dit que sur le surplus que j'avais, on voit que le solde à chaque fois est positif, hein. Donc, sur ce solde-là, je me suis dit qu'à un moment donné, je pourrais utiliser peut-être 50% de cette somme-là, j'avais dit sur mon LDD, mais ça pourrait très bien arriver sur mon compte titre, comme je disais à l'instant. J'ai peut-être envie de rééquilibrer les choses, et plutôt de les laisser sur mon LDD, qui est de l'épargne de précaution personnelle, peut-être en mettre une partie sur mon investissement en bourse, et du coup, si je fais la somme de ces 4 sommes-là, on arrive quand même à 460 €. Alors, c'est pas énorme, c'est toujours ça de prix. Et peut-être que je ne mettrai pas la totalité, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais pouvoir rajouter 300 €, et que typiquement, ça me permettra peut-être à un moment donné où, comme je disais tout à l'heure, si le marché baisse un petit peu, d'aller m'acheter une action que j'ai pas aujourd'hui en portefeuille. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est tous les mois de traquer mes dépenses personnelles par rapport à des objectifs. Je pense que je ferai une vidéo au quotidien là-dessus, parce que là, à chaque fois, je vous montre un petit peu le tableau après coup finalement, et vous n'avez pas le raisonnement de départ et comment j'ai construit un peu la chose. Mais je pense que je ferai une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Essayer d'optimiser voilà, ses finances et ses dépenses au quotidien pour essayer d'épargner un peu plus. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce que plus je vais épargner finalement, et plus je vais avoir la possibilité d'investir. Et pour moi, investir, c'est important, parce que c'est faire un petit peu travailler son argent. Donc voilà, au mois d'avril, écoutez, objectif, on est dans le vert, on a un beau taux d'épargne, on a sur le solde, on est positif, donc c'est plutôt cool. Ça aurait pas été dramatique si j'avais été dans le rouge, hein. Je pense que au cours de l'année, il y a peut-être des mois où je serai dans le rouge, c'est comme ça. Mais encore une fois, c'est cool de voir qu'on arrive à être dans le vert, mois après mois, et à optimiser nos dépenses, à respecter nos objectifs, et parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place. On essaye d'essayer de tout optimiser, et ça fait plaisir de voir que sur cette partie-là, pour le moment, c'est un sans fond depuis le début de l'année 2024. Et enfin, la partie LCD, la location courte durée de mon appartement, enfin de notre appartement avec ma femme qu'on a acheté et qu'on a mis sur le marché au mois de janvier 2024. Je vais vous montrer des photos, parce que je me rends compte que je montre rarement des photos, j'en avais montré au tout début, mais vous le savez, team transparence. Donc voilà, c'est tout simplement un bien qu'on a acheté, qu'on a complètement rénové. Donc là, vous voyez, avant il y avait un mur ici, donc en fait on a cassé le mur pour faire une partie salon
salon cuisine. Ici, c'était la salle de bain. Donc voilà, on a rénové. L'idée, voilà, c'est de faire quelque chose de simple, épuré, assez agréable à vivre. Et ici, c'est une première chambre. On a 3 chambres dans l'appartement. Donc voilà, en haut, c'était la chambre avant la rénovation. Après, on a essayé à chaque fois de mettre une petite couleur, mais sinon, le reste est très sobre, avec toujours un petit coin bureau avec une connexion internet et une télé connectée pour pouvoir regarder films, séries et télé. Donc ça, c'est la deuxième chambre. Et ça, c'est la troisième chambre. Donc voilà, on a fait quelque chose de simple, épuré, et on est très content du résultat. Et du coup, au mois d'avril, on voit que on est toujours sur cette tendance qui est assez intéressante, hein, qui est intéressante pour nous. On a un taux d'occupation de 70% au mois d'avril. Donc mars avait été 100% et 93% en février. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a beaucoup de professionnels. On est dans un endroit en France où il y a un gros bassin d'emploi, il y a des grosses entreprises qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc du coup, pour le moment, nous, on a on va dire une clientèle des voyageurs qui sont quasiment tout le temps professionnels et qui passent par Booking ou Airbnb. On a eu du tourisme un peu en avril parce que c'était les vacances, mais sinon ça reste beaucoup de professionnels. Et on le voit, hein, 70% au mois d'avril. Si on fait la moyenne sur l'année, on a quand même un taux d'occupation de 80,4%, donc c'est exceptionnel, je trouve. 81% d'occupation, c'est vraiment très beau. Si on arrive à maintenir ça sur l'année, ça sera cool. En termes de chiffre d'affaires, tout s'est fait sur Airbnb. Donc on le voit, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 réservations sur Airbnb au mois d'avril. Donc on a fait 21 nuitées, pardon. Donc sur un mois, quand on prend 30, si je dis pas de bêtises, 30 nuits, donc voilà, on a fait 21 nuits sur 30 nuits, donc encore une fois, très beau taux d'occupation. Donc ça nous fait un chiffre d'affaires brut de 1735 euros, auquel il faut enlever la taxe pour la conciergerie. Nous, on a confié l'appartement à une conciergerie qui le loue, qui le gère. Et donc du coup, ça nous fait un cash flow brut de 818 euros. Ce cash flow brut, évidemment, il faut enlever les charges. Et donc les charges, on a assurance habitation, internet, électricité, l'eau. Alors nous, l'eau, on a une fois tous les 6 mois. Donc en fait, on va bientôt faire une régule, au mois de juin. On va voir combien ça nous aura coûté. Et des charges exceptionnelles, ça peut arriver. On en avait une au mois de janvier, et finalement, c'était l'intervention d'un plombier parce que les toilettes étaient bouchées. Et finalement, le plombier a fait un rapport comme quoi c'était trop de papier dans les toilettes. Il a juste débouché les choses. Et donc du coup, ça a été finalement, cette charge a été payée par le locataire et par le voyageur qui était là à ce moment-là. Donc finalement, ça nous a coûté 0 à nous. Et donc du coup, voilà, on fait un deuxième mois dans le vert, qui nous fait un cash flow net de 644,73 €. Alors comme je dis, il n'y a pas l'eau qui va tomber au mois de juin, une régule de l'eau. On n'est pas à l'abri d'avoir une régule de l'électricité aussi. Il faudra finalement penser après à tout ce qui va être le côté foncier. Donc je pense que ce tableau, peut-être, au fil du temps, va encore se nourrir et va encore évoluer pour être le plus précis possible. Mais voilà, toujours est-il que voilà, on fait un mois assez positif. Et sur le mois de mai, on a déjà des nuitées qui sont réservées. Alors pas cool, ce matin j'avais un voyageur qui avait pris 10 nuits et qui vient d'annuler, donc ça fait partie du jeu. Du coup, on va voir, ça laisse l'appartement une nouvelle fois libre, mais il y a déjà des réservations. Je crois qu'il y avait sur le mois de mai, je le gère avec mon téléphone, c'est pour ça que j'allais prendre mon téléphone, mais on avait 2 semaines et demie de booké déjà. On vient de perdre 10 jours, donc finalement je pense qu'on a une semaine déjà sur le mois de mai. Mais vu que c'est de la clientèle pro, c'est vraiment presque du last minute, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils vont réserver, enfin c'est souvent des entreprises d'ailleurs, et ils vont réserver pour, ça arrive, ils vont réserver pour 3 jours avant, quoi. Ils vont pas réserver 3 mois avant, vu que c'est pas du tourisme. Donc c'est vraiment en dernière minute, donc je suis pas inquiet là-dessus. On a eu aussi beaucoup de demandes qu'on a refusées, on a beaucoup de demandes des gens qui viennent pour des missions professionnelles qui durent plusieurs semaines et en fait qui veulent passer en dehors de Airbnb ou de Booking. Ils réservent une première semaine, ils payent sur la plateforme et puis après, voilà, dans la messagerie, ils vous indiquent qu'ils sont là pour un laps de temps plus important, mais qu'ils voudraient négocier, payer en espèces, ce genre de choses. Nous, on n'est pas trop chaud, on préfère passer par les plateformes parce qu'avec les plateformes, on a des assurances en cas de pépin. Après, ce qui est pas mal avec les plateformes, c'est qu'on peut quand même générer un code promo, et donc du coup,
une personne qui voudrait avoir une promotion parce qu'elle reste plus longtemps, on pourrait lui renvoyer un lien, on va dire une fois toutes les semaines, tu bookes ta semaine, de semaine en semaine, ou de 2 semaines en 2 semaines, avec un lien qui finalement qui inclut une promotion pour le voyageur. Parce que finalement, les gens qui prennent des très longs séjours comme ça, c'est super cool, parce que vous êtes sûr d'avoir de l'occupation, vous êtes sûr d'avoir du chiffre d'affaires qui tombe, mais souvent ils veulent un prix moyen qui est le même sur toute la période. Alors qu'en fait, sur Airbnb Booking, vous prenez chaque jour, les prix sont différents. Là, en plus, on arrive vers l'été, les prix montent. Là, on est au mois de mai avec des ponts, les prix ont bien monté. Donc, en fait, quelqu'un qui arrive dans une période un peu creuse et qui voudrait négocier un prix pour, je sais pas, un mois et demi, 2 mois, ça peut se faire. Toujours est-il, en passant par les plateformes Airbnb, en tout cas nous, c'est ce qu'on veut pour le moment, en passant par les plateformes Airbnb et Booking pour être assuré. On pourrait, je pense, la conciergerie pourrait faire un contrat à part qui nous protège de la même façon. C'est peut-être une potentielle, on va dire, évolution, une potentielle nouvelle chose qu'on pourrait faire. Mais toujours est-il que pour le moment, voilà, c'est beaucoup de pros. On refuse beaucoup de monde aussi. On a du monde finalement, hein, on voit, hein, même en refusant du monde, on arrive à avoir pour le moment 80% de taux d'occupation. On espère que ça va rester sur cette tendance-là et que ça va continuer à nous générer du cash flow net. Hein, si on le voit là, le cumul de la trésorerie, pour le moment, depuis le début de l'année, on a un surplus de 2750 euros, je vais arrondir. Donc c'est toujours bon, sachant que là, on avait toujours notre différé de crédit, on payait un crédit de 525 euros. En principe, au mois de mai, on l'a pu, donc on va repayer 1000 euros. À voir, parce que j'ai l'impression que pour le moment, j'ai déjà regardé ce qui allait se passer d'un point de vue finance et ce qu'on allait être, on va dire, débité sur nos comptes au mois de mai, et j'ai l'impression que pour le moment, ils ont gardé la mensualité à 525 euros, donc il faut voir aussi avec eux ce qui se passe. Nous, l'objectif, c'est pas toujours d'avoir 525 euros, parce que de toute façon, ce différé finalement de crédit, vous allez le récupérer in fine. Mais voilà. Le mois d'avril 2024 est dans le vert, ça fait plaisir, on voit qu'on a un cumul de trésor qui forcément va baisser un petit peu parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas l'eau qui n'a pas encore été payée parce qu'on paye une fois tous les 6 mois, et l'électricité, on pourrait avoir une régule en fin d'année. Mais on accumule de la trésorerie et on espère continuer sur cette tendance-là, et pour le moment, c'est plutôt cool de voir que finalement, quand vous faites de la LCD, certes, nous, on s'est endetté auprès d'une banque, mais que finalement, le crédit, c'est pas vous qui le payez, c'est aux voyageurs. Donc finalement, il y a une espèce de levier où on est en train, petit à petit, d'acquérir un bien immobilier, où certes, on supporte l'endettement, mais c'est pas notre argent qui sert à rembourser le crédit. Donc c'est vrai que c'est assez jouissif et assez intéressant. Et voilà, donc mois d'avril, positif. On espère que ça continuera comme ça tout au long de l'année. Donc voilà, pour ce bilan mensuel, pour ce bilan du mois d'avril 2024, sur la thématique bourse, sur la thématique budget, finance et sur la thématique LCD. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker la chaîne, à vous abonner. Encore une fois, le fichier ici de suivi que vous voyez ici, il est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le personnaliser à votre souhait. J'ai fait une vidéo qui vous aide si vous voulez le paramétrer exactement de la même façon que je l'ai faite moi. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je voulais terminer. Je termine toujours avec cette page-là. Parce que si jamais vous téléchargez ce fichier-là, vous avez des questions, vous n'y arrivez pas, sur cette page-là, qui est également en description, vous avez notamment mon lien Twitter et mon lien Discord pour qu'on puisse échanger en face à face. Et c'est vachement plus cool que d'échanger à travers des commentaires YouTube. Alors, les commentaires YouTube, c'est très bien, mais à un moment donné, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de tout mettre sur YouTube, hein, et qu'il y a des conversations qui sont un peu plus privées, et il y a des questions qui sont, voilà, des fois, des questions qui sont un peu plus pointues, et c'est plus facile en passant par un Twitter, voire par Discord, hein, si je vous choisir entre un des deux, passez par Discord, si vous avez Discord, parce qu'on peut se faire des calls en audio, on peut se faire des partages d'écran. Régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir, je les aide, ils m'aident aussi en retour, d'ailleurs. J'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, justement la vidéo qu'elle a au quotidien, où c'était une personne qui m'avait fait un retour. J'en ai fait une vidéo parce que je trouvais que c'était, évidemment, son retour était pertinent et ça peut aider plein d'autres personnes, donc je l'ai fait. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mes réseaux sociaux pour qu'on communique directement en privé ensemble. Sur cette page-là, vous retrouverez également mon fichier.
Et vous retrouverez également mes offres de parrainage. Alors les offres de parrainage, elles peuvent évoluer, hein. Ici, j'ai mis 30 € offerts. Je sais que Bourse Direct et DeGiro ont des offres qui changent au cours de l'année, qui peuvent être des fois plus ou moins intéressantes. Encore une fois, c'est juste, moi je suis pas gagnant là-dessus, c'est plus pour vous, vous gagnez des frais de courtage offerts si jamais vous décidez de commencer l'investissement en bourse. C'est toujours intéressant d'avoir 30 € de frais de courtage offerts. Qu'est-ce qu'un frais de courtage? C'est quand vous allez faire un achat, votre courtier en ligne va vous prendre un frais. Et souvent, c'est des frais qui sont assez minimes, hein. Sur Bourse Direct, c'est souvent des frais qui sont à hauteur de 1 €. Donc vous voyez, quand vous avez 30 € d'offert, vous avez à peu près devant vous une trentaine d'ordres qui sont finalement gratuits. Pareil sur des géos. Donc voilà, ça peut être des offres qui sont intéressantes à utiliser si jamais vous vous lancez en bourse. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'aide. Il n'y a aucune question bête. Encore une fois, moi je suis un particulier. J'ai peut-être un petit peu d'avance sur vous si vous commencez aujourd'hui. J'ai commencé en 2020, mais je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un influenceur finance ou YouTube bourse. Moi je suis vraiment, comme je l'ai écrit ici, Thomas, 40 ans, salarié à plein temps. Et je partage mon parcours sur YouTube. Donc n'ayez pas peur de venir me poser des questions en privé. Si je peux vous aider, je le fais avec plaisir. Si je ne connais pas la réponse, je vous dis tout simplement, je ne sais pas. Et je vais chercher. On va chercher ensemble. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, évidemment, sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. C'était Papa Investi. Vamos!